Parlons un petit peu maintenant de la liste chaînée qui est la structure de données la plus célèbre parce qu'en fait elle a été étudiée depuis très longtemps dans le domaine de la programmation et on retrouve les implémentations de liste chaînée dans absolument tous les langages de programmation. Alors, pour commencer cette introduction, eh bien, je vais parler d'un exemple concret qui est celui d'un itinéraire d'avion. Lorsqu'on a un itinéraire d'avion, imaginons qu'on ait un vol qui commence à Paris, qui va nous amener ensuite à Berlin, Londres et New York. Souvent, on doit être capable, avec un itinéraire d'avion, de pouvoir modifier des éléments qui se trouvent peut-être au milieu de la liste, en disant, ben voilà, l'aéroport de Londres est fermé en cours de route. Eh bien, on doit pouvoir ici dire, ben ok, on fait directement Berlin-New York, sans passer par Londres, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec la situation suivante, où on va avoir Paris, Berlin, New York, en enlevant Londres au milieu. On peut également dire, ben voilà, on veut rajouter une étape à la fin, où on va aller à San Francisco, comme ceci, et on veut être capable de pouvoir dynamiquement gérer des changements à l'intérieur de notre structure de données. Alors, pour faire ça, les listes sont idéales. Java propose une implémentation des listes qui permettent de faire ça, qui se trouve dans la classe Java Util Linked List. Mais nous, on va refaire, notamment dans le laboratoire, une implémentation à la main de cette structure de données parce que c'est extrêmement intéressant et important de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'un grand nombre d'algorithmes qui existent sur les structures de données travaillent avec les listes. On verra les algorithmes dans la thématique suivante. On verra qu'on peut notamment faire des tris, faire des recherches à l'intérieur des structures de données, et la liste se prête extrêmement bien pour faire ça. Alors, le principe de base d'une liste, c'est que chaque donnée qu'on va avoir est stockée dans ce qu'on appelle un nœud. Il y a des liens qui permettent une liaison d'un nœud vers l'autre, et ces liens-là, c'est une liaison dans un seul sens entre un nœud et un autre. Et du coup, nos nœuds vont se retrouver enchaînés les uns aux autres, et c'est pourquoi on appelle ça une liste chaînée. Un tout petit peu de terminologie. Le premier nœud de la liste va s'appeler la tête de la liste, en anglais head, et le dernier nœud de la liste va s'appeler tail, la queue. Pour implémenter une liste nous-mêmes, vous verrez que c'est relativement simple. Il nous faut des nœuds qui vont être stockés dans une classe node. Chaque nœud, donc chaque node va stocker la donnée qui nous intéresse dans une variable d'instance. Et puis les liens vont être donnés comme une référence à un autre nœud. Ça signifie concrètement que si on a la représentation ici UML d'un nœud, eh bien on va se retrouver avec nos éléments, la donnée qui nous intéresse dans chaque nœud. Ici, ça va être des strings, c'est un exemple. Et puis, ça va nous permettre de stocker ce qui nous intéresse, cet item. Et puis, on va avoir comme attribut de la classe nœud un autre nœud. C'est ce qu'on appelle une structure de données récursive. L'implémentation complète sera faite au labo et je vous présente dans le slide suivant les principes qui vont nous permettre de réaliser des listes avec ce mécanisme-là. Alors comment concrètement on implémente une liste et qu'est-ce que ça implique? J'ai ici un bout de code vide avec comme objectif dans ce bout de code d'implémenter quelques opérations sur les listes et d'en réaliser une. Alors pour pouvoir faire une liste, il nous faut tout d'abord une classe node. La classe node, c'est elle qui va servir à stocker les différents éléments de notre liste. Alors nous, on va faire une liste de strings tout simplement. Donc les items, donc les éléments de notre liste vont être des strings. Et puis toute la subtilité, et la seule subtilité qu'il y a d'ailleurs dans les listes, c'est qu'on va définir à l'intérieur de la classe node un attribut, next, qui est également un nœud, et qui va nous servir à pointer sur l'élément suivant. Par défaut, ce nœud pointe vers rien du tout. Et puis, je vais rajouter dans le nœud un simple constructeur, ici, qui va prendre un paramètre
i de type string qui va me permettre d'assigner mon attribut. Voilà. Ça, c'est mon nœud. Ici, vous voyez que next est un attribut de type node, c'est-à-dire que dans node, on utilise la classe elle-même. C'est ce qu'on appelle une structure de données récursive, et c'est vraiment là la seule subtilité qu'il y a dans la liste. Alors, comment on utilise concrètement cette classe node? Eh bien, je vais essayer de modéliser ce qui se trouve en bas à droite, la liste de 3 éléments, Tokyo, Paris et Milan. Alors, pour faire ça, eh bien, je vais créer tout d'abord mes éléments, en instanciant, eh bien, tout d'abord Tokyo, puis je vais instancier les 2 autres nœuds nécessaires à ma liste, Paris et Rome. Pour l'instant, mes nœuds ne sont pas du tout reliés entre eux. Pour créer le lien, eh bien, je vais dire que l'élément suivant de N1, donc next de N1 qui est de type node, ça va être N2. Et le suivant de N2, eh bien, ça va être N3. Quant au suivant de N3, je le remets ici, même si ce n'est pas indispensable, ce sera nul, comme ça on se retrouve vraiment comme sur le petit slide qui est en dessous. Il nous manque encore l'idée du head, c'est-à-dire la tête de la liste. Alors cette tête de la liste, eh bien, ce sera un nœud, head, qui va simplement pointer vers N1. On va simplement, en écrivant cette ligne 24, dire, eh bien, la tête, c'est la même chose que N1. On se retrouve maintenant vraiment avec la même situation qu'on a ici sur le slide. Maintenant, si je veux parcourir ma liste, eh bien pour parcourir la liste, l'idée, ça va être la suivante. On va définir un nœud, ici TMP, et ce nœud TMP, on va lui dire, ben, ce nœud TMP, ça va être head. Et puis, on va faire l'opération qu'on veut sur TMP, par exemple, afficher le contenu du nœud. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est que temp égale temp.next. En faisant ça, on va mettre dans temp le next qui se trouve ici, c'est-à-dire, on va faire pointer, si vous voulez, temp vers celui-là. On va ensuite afficher le contenu, puis on va dire temp égale temp.next, ce qui va nous amener à cet élément-là. On va faire ce qu'on veut, et puis on va refaire une fois temp égale temp.next, et le next de ce nœud ici, eh bien, c'est nul, comme on le voit ici sur le dessin. Et du coup, temp, ce sera nul, et là, on aura terminé notre parcours de la boucle. Alors en code, comment ça s'écrit? Eh bien, on commence par dire qu'on a besoin d'un nœud temporaire qui va être égal à head, comme ça on fait pointer TMP vers le premier élément, puis on dit, eh bien, tant que TMP n'est pas égal au nœud vide, eh bien, j'affiche tmp.item. Alors, TMP, c'est un nœud. On le voit ici, hein. TMP, c'est un nœud, ça veut dire que dans le nœud, on a accès aux attributs item et next, et là j'accède à l'item tant que TMP n'est pas nul, c'est-à-dire tant que je ne suis pas arrivé à la fin. Et puis, il nous manque ici encore, eh bien, ce qui va nous permettre d'avancer vers le nœud suivant, c'est-à-dire de faire les liaisons ici, avec les flèches, comme on l'a vu. Et avec ça, en fait, on va parcourir toute la liste en partant de head jusqu'au dernier élément. Si j'exécute maintenant mon code, eh bien, on va avoir affiché sur la console ici les différents nœuds de ma liste. Voilà comment on parcourt la liste. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme opération sur les listes? Eh bien, si on souhaite par exemple enlever le premier élément, c'est extrêmement simple. Je vais continuer mon code ici. L'idée de ce code pour enlever le premier élément, ça va être de dire, eh bien, head, au début pointe sur le premier élément, mais si je dis que head égale à head.next, eh bien, je vais simplement enlever cet élément ici de ma liste, et puis ben, cet élément ne sera plus membre de ma liste. Alors, concrètement, j'écris ici head égale head.next. Pardon. Je vais simplement maintenant reparcourir une fois la liste pour voir que l'élément a bien été enlevé. Alors je reprends temp
le même système, je dis que temp est égal à head, ici j'ai pas besoin de le redéclarer vu qu'il a été déclaré à la ligne 26, et je reparcours ma liste, peut-être en prenant soin de mettre un espace au début, avec un petit commentaire, voilà, comme ceci. Et si j'exécute maintenant mon code, eh bien on voit que le premier élément a été enlevé. Maintenant, je vais essayer de faire une opération un peu plus complexe qui consiste à ajouter un nœud après le premier élément de la liste. C'est-à-dire que j'ai la situation qui est affichée en bas à droite ici, j'ai un nouveau nœud, celui-là, que j'aimerais bien mettre là au milieu, entre les deux. Alors comment faire ça? Eh bien, l'idée, c'est que j'ai besoin tout d'abord d'un nouveau nœud. Manille. Et puis, eh bien, les opérations qu'on va devoir réaliser sont les suivantes. Je vais tout d'abord, ici, avec mon nouveau nœud qui est là, je vais le faire pointer sur le suivant de head. Le suivant de head, ce sera ce nœud-là. Donc j'aurai en fait deux nœuds qui référencent le même nœud. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais dire que le suivant de head, ça va être le nœud que j'ai mis. Le suivant de head, ça va être le nœud que j'insère, qui aura lui un lien directement vers le suivant. Ah, la petite flèche ici devrait être là. Excusez-moi pour ça. Et puis à la fin, eh bien voilà, notre liste aura un élément qui aura été inséré au milieu. Donc concrètement, ce que je fais, c'est dire, le suivant de N4, c'est le suivant de head, et head.next, c'est N4. J'ai maintenant inséré mon élément au milieu, et je vais maintenant me retrouver avec la situation qui est décrite en bas à droite. Alors je vais juste enlever la partie où j'enlève l'élément, comme ça on aura vraiment la même situation que là. Donc j'enlève plus mon élément au début, j'enlève cette partie-là. Par contre, je vais afficher le résultat. Ici. Et là, si tout s'est bien passé, eh bien, vous voyez, j'ai maintenant Tokyo, Manille, Paris et Rome. On a terminé avec les collections. On a vu que les collections, c'était un concept qui était puissant, qui demandait un petit peu d'habitude pour pouvoir être maîtrisé, donc c'est un petit peu complexe. Par chance, Java nous propose un très grand nombre d'outils qui sont complets, aussi également parfois un peu complexes. Quant à nous, on va faire les nôtres. Et j'invite les personnes qui sont intéressées à regarder plus loin, par exemple en regardant la page Wikipédia sur les listes, qui est extrêmement bien faite et qui explique un peu plus loin ce qu'on peut faire avec les listes. Merci pour votre attention et bonne suite.